Mais sans plus attendre, donc je vais laisser la parole à Sophie Slézac, qui va nous parler de l'efficacité des biosolutions. Merci Camille. Donc, je vais partager ma présentation. Bon. Donc, écoutez, je vais donc débuter. Comme l'a dit Camille précédemment, hein, revenir sur les principes des modes d'action des biosolutions qui influencent l'immunité des plantes. Et je vais commencer par une rapide remise en contexte donc, des enjeux autour des biosolutions. Voilà. Donc, vous n'êtes pas sans savoir, enfin, je ne vous apprendrai rien en disant que les systèmes de production agricole ont largement progressé depuis le milieu du siècle dernier, avec des effets très positifs sur l'augmentation des rendements qui ont permis de garantir une sécurité alimentaire. Néanmoins, si les systèmes agricoles sont devenus plus performants, les intrants mis en œuvre pour assurer les productions agricoles, notamment le recours aux fertilisants minéraux ou aux produits phytosanitaires, ont eu des impacts sur l'environnement, sur la qualité des ressources, sur la santé également, et ont rendu ces systèmes agricoles plus dépendants d'un point de vue économique et avec les limites que l'on a pu justement appréhender récemment avec l'envolée des cours des fertilisants azotés notamment. En parallèle, si les cultures sont actuellement soumises du fait des évolutions climatiques à des stress abiotiques de plus en plus importants. Et ces évolutions climatiques pourraient également accentuer les stress biotiques auxquels les productions végétales sont confrontées, dans la mesure où ces évolutions climatiques conduisent à modifier la répartition des bioagresseurs à l'échelle mondiale et à accentuer en particulier la pression parasitaire, notamment au niveau européen. Donc l'ensemble de ces éléments conduit à envisager de repenser nos modèles de production de manière, d'une part, à rendre ces systèmes plus vertueux en regard de leur dépendance aux intrants de synthèse, à accroître également leur résilience face aux différents stress auxquels les productions végétales peuvent être confrontées, mais bien évidemment tout en restant performants. Donc, pour assurer cette transition, plusieurs leviers peuvent être envisagés et parmi ces leviers, on peut distinguer le cas des intrants biologiques que l'on appelle encore biosolutions et qui vont nous intéresser aujourd'hui. Alors, ces biosolutions sont en effet considérées comme des leviers majeurs pour accompagner la transition des systèmes de production, avec des attentes fortes en termes d'innovation vis-à-vis de ces solutions, de manière à disposer de solutions qui sont opérationnelles, actionnables dans les systèmes de culture, en combinaison bien évidemment avec d'autres leviers. Alors, si les attentes sont fortes vis-à-vis de ces biosolutions, il existe encore un certain nombre de freins qui limitent leur massification en termes d'utilisation dans les systèmes de culture. Alors, sans être exhaustive, hein, parmi les freins qui ont pu être identifiés vis-à-vis de ces biosolutions, il y a tout d'abord des freins socio-économiques, hein, en regard du coût que peuvent avoir ces solutions par rapport aux bénéfices qu'un agriculteur peut en tirer, notamment vis-à-vis de la valorisation de ses productions. Des freins également techniques en termes d'offres, dans la mesure où il existe, enfin, tous les usages hein, ne sont pas couverts par les biosolutions dont tu disposes actuellement, mais également des freins par rapport à l'efficacité de ces biosolutions qui est souvent considérée comme trop limitée ou trop variable. Et cette efficacité qui limite donc l'utilisation de ces biosolutions et efficacité qui est sans doute liée au fait que ce sont des solutions qui, comparativement aux intrants de synthèse, ont des modes d'action beaucoup plus complexes. Et c'est d'ailleurs sur ces aspects que je vais revenir maintenant. Alors, tout d'abord, je vais redéfinir rapidement hein, les catégories de biosolutions, hein, à savoir les solutions dites de biocontrôle et les solutions biostimulantes. Alors, ces deux grandes catégories de biosolutions se distinguent réglementairement hein, dans la mesure où les solutions de biocontrôle donc, sont considérées, j'ai remis ici les définitions officielles réglementaires pour ces biosolutions. Donc, les biocontrôles sont des solutions qui utilisent des mécanismes naturels pour réguler des ennemis des cultures. Donc, ce sont des solutions qui rentrent dans le cadre des produits de protection des plantes, qui visent à gérer les stress biotiques auxquels les plantes cultivées sont confrontées.
Les biostimulants, quant à eux, ont reçu une définition un peu plus récente. Alors, c'est une définition qui vaut ce qu'elle vaut, que je vous ai remise ici, qui est assez longue. Mais ce qu'il faut retenir, donc, c'est que les biostimulants donc, sont des solutions qui vont influencer plutôt des processus qui sont en lien avec la nutrition des plantes et qui vont influencer, moduler, améliorer les caractéristiques des végétaux, donc en termes de croissance, en termes de qualité des produits, et qui vont être capables également de moduler améliorer la réponse à des stress abiotiques auxquels les plantes cultivées peuvent être confrontées. Donc, au travers de cette définition, on ressent bien que les biostimulants se distinguent clairement des produits de protection des plantes, et ce sont effectivement des solutions qui rentrent dans la réglementation donc des matières fertilisantes et supports de culture. Donc, c'est vraiment distinct des produits de protection des plantes. Alors même si réglementairement donc ces deux types de biosolutions se distinguent, elles présentent un certain nombre de similitudes hein, dans leur mode d'action, dans la mesure où ce sont des solutions qui vont influencer des processus qui sont sous-jacents à des services écosystémiques qui soutiennent les productions agricoles, à savoir les services de régulation ou de fourniture en éléments minéraux. Et donc, ce sont des solutions qui visent à améliorer les performances de la plante en termes de croissance, de nutrition ou de tolérance au stress. Alors, on va revenir maintenant un peu plus précisément sur les modes d'action de ces biosolutions, en commençant tout d'abord par les solutions de biocontrôle. Alors, très rapidement, vous le savez sans doute, hein, les solutions de biocontrôle sont catégorisées en 4 catégories, donc, à savoir donc, des solutions de biocontrôle qui sont à base d'organismes vivants, qu'il s'agisse de macro-organismes ou de micro-organismes, et des solutions de biocontrôle qui sont à base de substances chimiques ou naturelles, donc à savoir les médiateurs chimiques, et la catégorie des substances naturelles qui peuvent être d'origine végétale, animale ou minérale. Donc, à noter qu'à l'exclusion des solutions de biocontrôle à base de macro-organismes, les 3 autres catégories de solutions de biocontrôle dépendent de la réglementation des produits phytosanitaires et ont donc besoin d'une autorisation de mise sur le marché. Alors, ces solutions de biocontrôle dont on dispose actuellement vont permettre de protéger les cultures, donc en tout cas, c'est les revendications vis-à-vis d'un panel de bioagresseurs et en particulier vis-à-vis de ravageurs ou d'agents pathogènes, les parents pauvres hein, par rapport aux solutions de biocontrôle dont on dispose actuellement étant la gestion des mauvaises herbes. Alors, comment fonctionnent ces solutions de biocontrôle? Eh bien, donc globalement, hein, ces différentes solutions de biocontrôle peuvent tout d'abord agir en ayant une action directe vis-à-vis du bioagresseur cible. Alors, par rapport à la gestion des ravageurs, hein, les solutions de biocontrôle dont on dispose vont pouvoir perturber notamment les communications entre individus au sein d'une espèce de ravageur, donc les principes de la confusion sexuelle, ou aider à piéger ces ravageurs par des pièges hein, qui attirent les ravageurs. Les solutions de biocontrôle vont pouvoir aussi donc influencer le ravageur via des phénomènes de parasitisme lorsqu'il s'agit de solutions de biocontrôle microbiennes ou de macro-organismes parasitoïdes ou par prédation. Et enfin, on a un certain nombre de solutions de biocontrôle hein, donc qui peuvent influencer négativement le ravageur parce que ils sont à base de composés qui ont des effets biocides vis-à-vis de ce ravageur. Concernant les agents pathogènes, donc les solutions de biocontrôle dont on dispose vont agir soit par des phénomènes de compétition, donc pour les sites d'infection vis-à-vis des éléments nutritifs, par des phénomènes d'antibiose avec là aussi des composés qui ont des activités antimicrobiennes vis-à-vis des bioagresseurs cibles, ou enfin par des phénomènes d'hyperparasitisme. Au-delà de ces effets directs, certaines solutions de biocontrôle, et ce sont celles qui vont nous intéresser plus intensément aujourd'hui, vont agir de manière indirecte vis-à-vis des bioagresseurs. C'est le cas des substances naturelles qui ont des effets de stimulation des défenses des plantes, donc les SDP, ou de certains micro-organismes, qui vont donc influencer la plante, en particulier ses réactions de défense, et qui vont permettre d'induire la résistance de la plante vis-à-vis du bioagresseur cible. Donc, pour comprendre plus précisément comment fonctionnent
solutions de biocontrôle qui induisent la résistance chez les plantes, il est nécessaire de revenir rapidement sur les mécanismes de défense de la plante, que ces solutions valorisent. Alors, comme vous le savez, hein, les plantes sont des organismes sessiles, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas s'échapper face à un stress, face à un bioagresseur. Donc, au cours de l'évolution, les plantes ont mis en place un certain nombre de mécanismes de défense qui leur permettent de se préserver vis-à-vis de certains bioagresseurs. Alors, ces mécanismes de défense peuvent être des mécanismes de défense constitutifs qui s'établissent au cours de la croissance de la plante avec la mise en place de barrières physiques, comme par exemple la cuticule à la surface des parties aériennes des plantes, ou encore des composés qui sont synthétisés par la plante et qui possèdent des propriétés antimicrobiennes, par exemple les phytoanticipines. Alors, ces mécanismes de défense constitutifs ne sont pas toujours suffisants, et donc les plantes doivent, dans certaines situations, induire des mécanismes de défense qui vont leur permettre, une fois que ces mécanismes sont activés, in fine, de devenir résistantes vis-à-vis d'un bioagresseur cible. Alors, l'induction de ces mécanismes de défense va dépendre cependant de la capacité de la plante à percevoir dans son environnement la présence d'un bioagresseur, et les plantes vont percevoir en fait ces bioagresseurs par l'intermédiaire d'un signal qui est un signal d'alerte pour la plante. Alors, au cours de l'évolution, les plantes ont mis en place 2 stratégies pour justement détecter, percevoir la présence d'un agent pathogène. Donc, la première stratégie que les plantes ont mis en place concerne la perception par la plante de signaux qui sont des motifs moléculaires signatures de la présence d'un bioagresseur. Donc, ce sont en fait des motifs que l'on va retrouver au niveau de constituants présents chez les agents pathogènes, ou plus généralement chez des micro-organismes, c'est ce que l'on appelle les pampes et les mampes, que les plantes vont pouvoir percevoir. Mais les plantes vont aussi pouvoir percevoir comme signal d'alerte de la présence d'un bioagresseur, donc des motifs qui proviennent de constituants de la plante qui ont été dégradés par l'action de l'agent pathogène qui cherche à pénétrer la plante. Et ces motifs, c'est ce que l'on appelle cette fois-ci les DAMP. Donc les plantes vont percevoir ces signaux par l'intermédiaire de récepteurs que l'on trouve à la membrane biologique et qui sont des récepteurs qu'on appelle des récepteurs PRR. Et la perception, l'interaction entre ces signaux et les récepteurs vont conduire au niveau cellulaire à une cascade d'événements qui va permettre d'activer les mécanismes de défense de la plante et, in fine, de permettre à la plante de résister aux bioagresseurs. Donc, la résistance qui est mise en place par cette première stratégie, c'est la résistance qui est appelée la résistance de type PTI ou résistante non-hôte. Donc, si on se place dans le cadre d'un couple espèce végétale agent pathogène, eh bien, cette résistance non-hôte se caractérise phénotypiquement par le fait que tous les génotypes de la plante vont résister à toutes les souches de l'agent pathogène. Donc, cette résistance non-hôte est une résistance basale de faible intensité qui n'est pas toujours suffisante pour limiter certains agents pathogènes qui sont capables de contourner ce type de défense. Et donc, les plantes ont mis en place une deuxième stratégie de détection de ces agents pathogènes qui contournent les défenses de la plante, alors en sachant que les agents pathogènes qui sont susceptibles de contourner ces défenses vont en fait sécréter des molécules que l'on appelle des effecteurs, qui sont des facteurs de virulence, qui vont venir en fait interférer avec l'étape de reconnaissance des éliciteurs que produisent ces agents pathogènes par les récepteurs PRR dont on a parlé précédemment, ou interférer avec la cascade de signaux qui conduit à l'activation des mécanismes de défense. Donc, les plantes ont mis en place de nouveaux récepteurs qui sont des récepteurs intracellulaires qui vont permettre justement de reconnaître ces effecteurs. Et cette reconnaissance va là aussi conduire à l'activation des mécanismes de défense de la plante avec la mise en place d'une résistance qui est appelée une résistance de type ETI, qui dans sa forme la plus extrême est une résistance qualitative, à savoir que c'est une résistance totale de la plante, mais qui ne va concerner que quelques génotypes d'une espèce végétale donnée vis-à-vis de quelques souches d'un agent pathogène. D'un point de vue cellulaire, quels sont les mécanismes qui vont conduire justement à la mise en place d'une résistance de type ETI ou d'une résistance de type PTI, les mécanismes sont globalement similaires, même si l'intensité des défenses n'est pas tout à fait la même dans ces deux types de résistance.
Eh bien, lorsque la plante va reconnaître en fait la présence d'un éliciteur, donc cela va entraîner des perturbations au niveau de la membrane biologique avec une perturbation des flux ioniques, une dépolarisation de la membrane, un influx de protons qui conduit à l'acidification du cytoplasme et un influx de calcium, qui vont conduire à l'activation d'une cascade de phosphorylation, déphosphorylation dans la cellule qui va permettre d'activer des mécanismes de défense. Et en parallèle, on va avoir production de formes réactives de l'oxygène, en particulier de peroxyde d'hydrogène, qui vont eux aussi être des molécules qui vont participer à l'activation des mécanismes de défense de la plante. Alors ces mécanismes de défense de la plante étant notamment la synthèse de protéines de défense de la plante, les protéines PR, ou l'activation de gènes qui participent à la synthèse d'enzymes qui rentrent dans les voies métaboliques de synthèse de métabolites spécialisés, tels que notamment les phytoalexines. Donc l'ensemble de ces mécanismes doivent conduire à l'établissement de la résistance de la plante. Alors ces mécanismes étant donc l'activation des défenses de la plante pouvant avoir un coût d'un point de vue énergétique pour la plante, l'établissement de ces mécanismes de défense va être hautement régulé par la plante et cette régulation va mettre en jeu un ensemble de phytohormones, en particulier l'acide salicylique, l'acide jasmonique ou l'éthylène, qui agissent soit de manière synergique, soit de manière antagoniste pour réguler les voies de défense de la plante, tout en sachant que ces voies de défense dépendent aussi du type de bioagresseur qui va interagir avec la plante. Les agents pathogènes biotrophes ou hémibiotrophes, les défenses vis-à-vis de ces agents pathogènes étant régulées par la voie de l'acide salicylique, alors que les agents nécrotrophes, les mécanismes de défense, sont plutôt régulés par l'acide jasmonique et l'éthylène. Donc, ce qu'il faut retenir également, pour en finir avec ces mécanismes de défense, c'est que les défenses qui sont induites par la reconnaissance par la plante d'un bioagresseur peuvent être induites directement, mais il existe également des situations qu'on appelle des situations de priming ou de potentialisation, où suite à la perception par la plante d'un signal d'alerte, la plante va être mise dans un état de veille qui peut durer plus ou moins longtemps, et selon le stimulus que la plante a perçu. Et cet état de veille s'accompagne de modifications physiologiques et moléculaires, avec notamment, selon le stimulus concerné, des influx plus ou moins importants de calcium, qu'on vient de le voir précédemment, la production de formes réactives de l'oxygène, la production de phytohormones sous des formes inactives, donc conjuguées, etc. Et cet état de veille dans lequel la plante va être placée, cet état de priming, va permettre à la plante, lorsqu'elle va être dans un second temps attaquée par un agent pathogène, de réagir plus rapidement à l'attaque, soit parce qu'elle perçoit de manière accrue la présence du bioagresseur, soit parce qu'elle aussi va stimuler de manière plus rapide et plus intense l'ensemble de ces mécanismes de défense, ce qui va permettre à la plante ensuite de résister à cette attaque. Alors, d'un point de vue énergétique, bien évidemment, ce priming, cette potentialisation des réactions de défense, c'est intéressant dans la mesure où ça permet à la plante d'allouer en fait ses ressources au bon moment lorsqu'elle est réellement attaquée par le bioagresseur. Donc, si on en revient aux solutions de biocontrôle qui modulent les réactions de défense de la plante, eh bien, ces solutions de biocontrôle vont valoriser certains de ces mécanismes de défense que l'on vient de revoir rapidement et vont se comporter comme des analogues, soit des éliciteurs, donc des signaux que la plante perçoit et qui l'alertent de la présence d'un bioagresseur, soit comme des signaux qui vont réguler la mise en place des réactions de défense. Donc, vous avez sur cette diapositive quelques exemples de composés qui sont des stimulateurs de défense des plantes, qui se comportent notamment comme des éliciteurs. C'est le cas, par exemple, du chitosane, de la laminarine, qui sont des composés qui sont des analogues des composés pariétaux des végétaux ou des agents pathogènes. Ou, par exemple, l'acide balzolare S-méthyle, qui est un analogue de l'acide salicylique. Donc, est présenté également sur cette diapositive, justement, les différences que l'on peut voir entre un SDP qui aurait une action élicitrice ou un SDP qui se comporte comme un potentialisateur. Alors, dans le cas d'un pathosystème particulier,
dans cet exemple, hein, qui est le cas de la fraise en interaction avec Botrytis cinerea. Donc, dans cette étude, les auteurs ont comparé à différentes doses l'effet d'un SDP, qui est le BABA, sur la résistance de la plante aux bioagresseurs, donc au Botrytis cinerea, et l'effet qu'a également ce SDP en fonction de la dose sur l'activation des mécanismes de défense de la plante. Donc, on voit que finalement, ce SDP permet tout d'abord de protéger la plante vis-à-vis du bioagresseur, avec à 3 des 4 doses testées, 5 jours après inoculation de l'agent pathogène, une diminution de l'incidence de la maladie de manière significative comparativement aux témoins. Si on compare maintenant pour ces 3 doses efficaces l'effet qu'elles peuvent avoir sur l'activation des mécanismes de défense de la plante en suivant un marqueur de défense qui, en l'occurrence ici, est l'activité chitinase, eh bien, on voit que pour les 2 doses de BABA les plus élevées, que l'agent pathogène soit présent ou non, l'application en fait de ce SDP conduit, comparativement aux témoins ici, la courbe en blanche, la courbe avec les carrés blancs, à l'augmentation significative de ces activités chitinases. Par contre, à la dose la plus faible, eh bien, lorsque l'agent pathogène est absent, il n'y a pas d'induction des mécanismes de défense des activités chitinases comparativement aux témoins, mais par contre, ces activités sont induites uniquement quand l'agent pathogène est présent. Donc, ce qui veut dire, en d'autres termes, que à des doses faibles, ce SDP se comporte comme un potentialisateur et n'active ces mécanismes de défense que lorsque l'agent pathogène est présent, alors qu'aux doses les plus élevées, il se comporte plutôt comme un éliciteur et que l'agent pathogène soit présent ou non, les défenses sont induites. On va passer maintenant rapidement aux solutions biostimulantes, donc qui sont distinctes de ces solutions de biocontrôle. Alors, ce qu'il faut retenir tout d'abord, c'est que les solutions biostimulantes, elles sont de nature très diverse. On va trouver schématiquement 2 grands types de solutions biostimulantes, des solutions à base de micro-organismes, bactéries ou champignons, et des biostimulants qui sont des biostimulants non microbiens, soit à base de substances organiques, par exemple des extraits d'acides aminés, d'hydrolysats de protéines, ou des substances inorganiques, par exemple des oligo-éléments ou du silicium. Donc, on a différents types de biostimulants qui sont présents sur le marché. Et finalement, on a l'habitude de dire que les biostimulants se caractérisent plutôt par ce qu'ils font que par ce qu'ils sont. Et on a effectivement 3 types d'effets qui sont revendiqués vis-à-vis de ces biostimulants. Donc, à savoir des biostimulants qui vont agir en améliorant l'efficience d'utilisation des éléments nutritifs par la plante cultivée. Tout d'abord, en améliorant la disponibilité en éléments minéraux pour la plante, mais également en améliorant la capacité de prélèvement de ces éléments et ensuite d'assimilation des éléments minéraux. Un deuxième effet qui est corrélé, qui concerne l'amélioration de la croissance de la plante, en particulier avec des biostimulants qui vont notamment améliorer la croissance du système racinaire de la plante, et également des effets sur l'amélioration de la qualité des productions. Et puis enfin, des biostimulants, troisième effet, qui vont permettre à la plante de mieux tolérer un certain nombre de stress abiotiques auxquels elle peut être confrontée. Et ces effets qui vont nous intéresser dans la mesure où les biostimulants qui permettent d'améliorer la tolérance des stress abiotiques pour les plantes cultivées vont influencer, moduler les mécanismes de défense de la plante. Alors, si on prend justement des exemples de stress abiotiques auxquels les plantes cultivées peuvent être confrontées, notamment les stress hydriques, donc il y a un certain nombre de biostimulants, différentes compositions qui peuvent influencer positivement la tolérance des plantes à ces stress abiotiques. Vous avez sur la diapositive un exemple de ces différents types de biostimulants. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces stress abiotiques vont chez la plante entraîner un certain nombre de désordres, notamment au niveau cellulaire, puisque des stress hydriques vont conduire à la production de formes réactives de l'oxygène qui vont avoir des effets délétères sur les membranes biologiques, donc les membranes cellulaires, sur un certain nombre de molécules chez la plante, donc altérer ces molécules.
Des désordres qui vont également concerner des voies métaboliques chez la plante, hein, puisque lorsque la plante est en situation de stress hydrique, on a un arrêt de croissance de la plante, un arrêt notamment qui est lié à l'arrêt d'assimilation du carbone par la plante, dans la mesure où, pour se protéger et limiter l'évapotranspiration, les plantes vont s'ajuster et donc fermer les stomates, donc ce qui va conduire à un arrêt de la photosynthèse. Donc tous ces effets, un certain nombre de biostimulants vont pouvoir les contrebalancer parce qu'ils vont activer donc des mécanismes de défense de la plante qui participent à la détoxication des formes réactives de l'oxygène notamment, à la production également, la stimulation de voies métaboliques qui conduisent à la production de composés qui ont des propriétés antioxydantes chez la plante, en activant notamment la voie des phénylpropanoïdes et la synthèse de flavonoïdes chez la plante. Les biostimulants vont également modifier la balance hormonale de la plante et permettre à la plante de maintenir ses stomates ouverts pour continuer à assimiler du carbone. Et enfin, certains biostimulants vont permettre à la plante vont apporter à la plante des composés tels que des bétaïnes qui sont des osmoprotecteurs et qui vont diminuer les stress que subissent les cellules lorsqu'on est en situation de stress hydrique, notamment limiter les effets de plasmolyse chez la plante. Donc, en conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on dispose à l'heure actuelle d'un ensemble de biosolutions, donc de biocontrôle ou de solutions biostimulantes qui vont permettre, en modulant les mécanismes de défense de la plante et en jouant donc sur l'immunité de la plante, de permettre à la plante de mieux tolérer un certain nombre de stress biotiques, mais également de stress abiotiques. Alors, l'effet de ces biosolutions va cependant être dépendant étroitement du couple biosolutions-plantes sur lesquelles sur lesquelles on va utiliser ces biosolutions. Et j'ai remis ici un exemple qui concerne là encore des SDP, où dans une étude sur un pathosystème qui correspond à l'étude de la vigne et de l'oïdium, les auteurs ont testé 3 types de SDP, donc à savoir un analogue de l'acide salicylique, des phosphonates et de la laminarine, l'effet protecteur de ces SDP sur 2 génotypes de vignes. Et ce que l'on a pu observer, eh bien, c'est que donc, si ces SDP permettent de protéger la vigne vis-à-vis de l'oïdium, donc on diminue l'incidence de l'agent pathogène, l'activation des mécanismes de défense de la plante va dépendre étroitement du type de SDP que l'on a appliqué. On voit par exemple ici, dans le cas d'un génotype de vigne, que l'induction et l'accumulation d'une phytoalexine, le resveratrol, ce niveau d'accumulation dépend comparativement à un témoin non traité du type de SDP qui a été utilisé avec un effet significatif du type de SDP. Mais ça dépend aussi du génotype de la plante, puisque si on reprend ces exemples, on voit que dans le cas d'un des 2 génotypes, les SDP stimulent l'accumulation, par exemple, de resveratrol, mais pas dans l'autre génotype qui a été testé. Et inversement, si on s'adresse à d'autres types de défense de la plante, notamment l'accumulation de cire dans la cuticule, eh bien, on voit qu'on a un effet positif des SDP, tout SDP confondu, sur l'un des génotypes testés, mais pas sur l'autre. Et puis, possiblement, on peut avoir également des interactions génotype-traitement sur notamment l'induction de ces mécanismes de défense. Au-delà de ces effets, donc traitement et génotype, ce qui peut également moduler la réponse de la plante à un traitement par une biosolution, ça va être aussi la combinaison de stress auquel la plante peut être testée. On travaille souvent de manière tubulaire, c'est-à-dire qu'on va tester l'effet des biosolutions vis-à-vis d'un stress biotique ou vis-à-vis d'un stress abiotique, mais je dirais quelque part que ce n'est pas la vraie vie, dans la mesure où les plantes, au cours de la croissance, sont généralement soumises à une combinaison de stress, biotique et abiotique, soit de manière donc associée, soit en séquentielle. Et tout ça, ça peut aussi moduler la réponse des plantes à une biosolution. Alors, notamment parce que selon la combinaison de stress, ça peut aussi jouer naturellement sur la capacité de la plante à tolérer certains stress. On voit ici notamment l'effet de stress, notamment en termes de disponibilité de nutrition de la plante sur la sensibilité des plantes à un agent pathogène. Donc, dans le cas d'un pathosystème qui correspond à la tomate et à une bactérie phytopathogène Ralstonia,
on voit que selon le statut nutritionnel de la plante, donc soit avec une nutrition limitée en azote minéral ou une nutrition plus importante, eh bien ça diminue l'incidence de la maladie. Donc dans des situations limitantes en azote, l'incidence de la maladie est plus faible que dans des situations où la plante est en condition pléthorique d'azote. Donc ça joue sur la sensibilité de la plante. Ça peut donc jouer derrière sur la modulation, moduler la réponse de la plante à des biosolutions. Donc sur l'efficacité que vont avoir ces biosolutions. Et ces combinaisons de stress, ça peut aussi avoir un impact sur les voies de défense qui vont être activées par les biosolutions selon la voie de réponse et le stress que la plante va préférer en termes de réponse, hein, ce qui va aussi avoir des conséquences, hein, sur la réponse de la plante à la biosolution. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je reste disponible pour vos questions. Merci Sophie Slezak pour cette intervention. Donc nous allons à présent donner la parole à vous dans le public en transmettant les questions du chat à Madame Slezak. Nous avons déjà des questions, mais derrière votre écran, n'hésitez pas à continuer à nous en transmettre d'autres. Merci. Donc la première, c'était par rapport à la diapositive 20. Est-ce que certaines phytohormones sont plus efficaces pour déclencher une réponse de résistance chez la plante ? Alors, ça va dépendre. Alors, en fait, c'est complexe, hein, la régulation des mécanismes de défense de la plante, hein. Les principales, les hormones, les phytohormones clés qui participent à la régulation des mécanismes de défense, c'est celles que j'ai citées, acide salicylique, acide jasmonique, éthylène, les voies d'activation dépendant aussi de type de bioagresseur auquel la plante est confrontée, hein, selon que c'est un bioagresseur qui va se développer tout d'abord dans des tissus vivants, hein, des bioagresseurs des biotrophes, ou qui va se développer, qui va tuer les tissus de la plante, donc plutôt des agents nécrotrophes. Mais il y a beaucoup d'autres hormones qui interagissent dans ce réseau complexe que j'ai pas cité et qui vont donc soit agir de manière synergique, donc potentialiser les effets des principales hormones qui régulent les mécanismes de défense, soit de manière antagoniste. Donc, il y a l'acide abscisique, les brachycénostéroïdes, etc., qui vont influencer. Voilà, c'est assez compliqué en termes de régulation. Merci. Donc, une deuxième question. Y a-t-il systématiquement un effet du SDP sur la biomasse ou le rendement ? Et pensez-vous, si un tel effet existe, qu'il dépende de la génétique de la plante ? Alors, quand on active les mécanismes de défense de la plante, on peut avoir effectivement des effets qui peuvent être, on va dire, délétères vis-à-vis de la croissance. Alors, dans des expériences très de laboratoire, hein, par exemple, si on modifie une plante, on lui fait exprimer de manière constitutive et faire certaines défenses, certaines molécules qui participent à la défense de la plante, on peut avoir des effets très délétères sur la croissance, hein, de la plante. Parce que la plante, elle va allouer une partie de ses ressources qu'elle met notamment normalement dans des composés structuraux à la synthèse de mécanismes de défense. Donc il y a un équilibre qui doit être trouvé, hein, pour limiter justement les effets délétères que peuvent avoir certains SDP sur la croissance. Ça va aussi dépendre étroitement de la dose auquel le SDP est utilisé, sans doute, hein, puisque on va avoir des effets plus ou moins importants selon la dose qui est appliquée. Si je reprends l'exemple que j'ai présenté à la fin de la présentation, hein, on voit que selon la dose qui est appliquée, on peut avoir une induction plus ou moins importante des mécanismes de défense. Ça va dépendre aussi du type de SDP. Et bien sûr, tout ça en fonction du génotype de la plante sur lequel on va appliquer le SDP, hein, dans la mesure où, selon les génotypes, on n'aura pas, si je reprends l'exemple de la vie, le même type d'induction, enfin le même type de molécule de défense qui peut être induite. Donc là aussi, c'est plutôt complexe. Donc il y a vraiment le couple SDP-biosolution qui peut influencer et l'activation des défenses et potentiellement les effets sur la croissance de la plante. Je vous remercie. Et donc, vous évoquiez un effet dose pour les SDP. Et donc, pour les biostimulants, la dose administrée, est-ce qu'elle est d'autant plus importante quand le stress est intense ?
Alors, les SDP, c'est des produits de protection des plantes, donc qui sont homologués à une dose. Je ne crois pas dire de bêtises, mais mes collègues qui vont intervenir peuvent me corriger si je me trompe. Donc, de fait, on ne va pas moduler la dose. On peut moduler peut-être la fréquence d'application, effectivement, mais pas forcément la dose à l'application à un instant T du SDP. Par contre, ça sous-entend que si on fait plusieurs applications, on est capable de réactiver les mécanismes de défense de la plante, ce qui n'est pas forcément le cas. D'accord, merci. Et ensuite, l'utilisation des biocontrôles pourrait-elle être à l'origine d'une sélection des organismes à l'origine des stress? Et cela ne pourrait-il pas entraîner une résistance face aux phytomécanismes stimulés? Alors, on a des exemples de solutions de biocontrôle qui ont conduit au développement de résistance. L'exemple qui est peut-être le plus connu, alors c'est pas un SDP, hein, mais en tout cas, moi, celui qui me parle le plus, hein, c'est l'utilisation de toxines qui sont produites par Bacillus thuringiensis, donc le bacille BT, qui ont conduit lorsqu'on utilise les toxines produites par cette bactérie, à une adaptation des ravageurs que l'on cherchait à maîtriser avec l'utilisation de ces solutions de biocontrôle. Et ces ravageurs se sont adaptés, sont devenus résistants à la toxine. Donc oui, on peut avoir. Après, pour des SDP, c'est peut-être un peu plus moins évident dans la mesure où on va avoir des actions qui ne sont pas aussi ciblées, hein. Donc on a des actions d'un SDP, ça va entraîner l'activation de toute une cascade de réponses dans la plante, l'activation d'un ensemble de mécanismes de défense. Donc c'est sans doute plus difficile pour un agent pathogène de contourner l'ensemble de ces mécanismes de défense. Merci beaucoup. Donc nous sommes maintenant arrivés à la fin des questions que nous avions pour vous, Madame Slezak. Mais si d'autres questions, vous, derrière votre écran, vous viennent sur cette intervention, pendant les interventions suivantes, n'hésitez pas à continuer à nous les envoyer, mais en précisant bien à qui elles s'adressent, et nous retransmettrons ces questions à la fin du webinaire, car nous aurons un temps d'échange avec nos 3 intervenants à la fois. Merci beaucoup.